Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres de ce 20h. Dans l'actualité, ce 12 février 2025, de nouveaux visages à la tête de plusieurs médias du service public béninois. Le Conseil des ministres a procédé ce mercredi aux nominations des directeurs de la SRTB, de ses organes et du quotidien La Nation. Le détail en début de journal. Encore 2 jours et c'est la Saint-Valentin, journée pour la célébration de l'amour. Il va y avoir du romantisme dans l'air, dans les prés, mais surtout, vous allez le voir, il va y avoir des rentrées de devises sous diverses formes. Enfin, hors de nos frontières, on se rend en Côte d'Ivoire pour le point des préparatifs en vue du retrait des troupes françaises, un retrait prévu pour le 20 février prochain. Le processus aura duré environ 3 mois. Pour la sélection des directeurs d'organes du service public par la RAC, ça y est, ils sont enfin connus. Les membres du gouvernement ont procédé ce mercredi à la nomination à 8 postes au sein du service public de l'audiovisuel et 1 poste au service public de la presse écrite, compte rendu du Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement. Ce mercredi 12 février 2025. Le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Les décisions que voici ont sanctionné la séance. Au chapitre des mesures normatives, il a été essentiellement procédé à la modification des décrets portant création, attribution et composition des comités de préfiguration de la Cité-Musée de Ouidah, du Musée d'art contemporain de Cotonou, du Musée international du Vaudou, du Musée des Rois et des Amazones du Dahomey. Au chapitre des communications, un point à retenir. Les missions de maîtrise d'œuvre complète et de contrôle technique d'infrastructures sportives. Il s'agit de la construction du stade départemental de type Omnisport de Parakou, ainsi que de la reconstruction du stade René Pleven de Cotonou. À la suite des 22 stades du même modèle construits dans nos communes, leur réalisation vise à renforcer la disponibilité d'infrastructures modernes et adaptées pour la pratique du sport, tant au niveau amateur que professionnel, par la population en général, les jeunes en particulier. Les ministres concernés par ces travaux prendront les mesures requises en vue de faciliter la mise en œuvre des 2 projets. S'agissant des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère des enseignements maternels et primaires, directeur de l'enseignement maternel, M. Chelon Pierre Hunkandji, directeur des écoles normales d'instituteurs comme ci-après, Alada, M. Blaise Gaou, Djougou, M. Augustin Gbadessi Monha, Kandi, M. Mamadou Chogoni Ogasaïdou. Au ministère du numérique et de la digitalisation, au terme du processus de sélection conduit par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Directrice générale de la Société de radio et télévision du Bénin SA, SRTB-SA, Madame Angela Akereburu Rabatel. Directeur général de l'Office national d'imprimerie et de presse, Monsieur Bertin Sowakoudé. Directrice de la télévision nationale, Madame Angela Akereburu Rabatel, cumulativement avec ses fonctions de directrice générale de la SRTB. Directrice de Bénin TV à l'AFIA, Madame Detonji Djemima Katraye. Directrice de Bénin TV Junior, Madame Inès Garoué Fassia. Directeur de Radio Bénin, Monsieur Gildas Serge Ayaka. Directeur de Radio Bénin à l'AFIA, M. Urbain Sessou. Directrice de KIF FM, Mme Latouan Hermine Akpona. Directeur de Radio Parakou, M. Ogushina Koundé. Directeur de publication du quotidien La Nation, M. Paul Amoussou. Je vous remercie.
Une interrogation à présent dans ce journal. La corruption continue-t-elle toujours de reculer au Bénin? Transparency International rend public son rapport sur l'indice de perception de la corruption 2024. Le Bénin est classé au 69e rang au plan mondial sur 180 pays. Il se positionne aussi 7e en Afrique, à égalité avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ariane Da Silva et Benjamin Denayon ont tendu leur micro à un macroéconomiste. Gérard Sokegbe livre son analyse sur les nouveaux rangs du Bénin. J'analyse cette nouvelle comme une avancée. Ça veut dire que les réformes entreprises par le gouvernement, par l'État béninois pour faire reculer la corruption, ces réformes sont en train de porter leurs fruits. Donc c'est vraiment un résultat à saluer. Les réformes qui permettent de rassurer les différents acteurs qui interviennent dans une économie. Il y a par exemple la numérisation ou la digitalisation. Parce que c'est le contact qui crée la corruption. Quand il n'y a pas de contact entre les acteurs qui interagissent, vous voyez que donc du coup la corruption va reculer. Quand vous prenez la fraude fiscale, aujourd'hui les gens peuvent payer les impôts en ligne, les taxes et autres en ligne. Ce sont des réformes quand même qui ont permis de ne plus mettre en contact les percepteurs et puis donc les contribuables. Autant de réformes qui ont impacté cette évaluation de la corruption par Transparency International. L'indice de perception de la corruption, quand cet indice s'améliore, cela veut dire que le pays est de plus en plus crédible pour traiter avec les partenaires techniques et financiers qui du reste ne supportent pas la corruption. La corruption détruit les relations, détruit la confiance à cause des pots de vin, la fraude, tout ce qui est dessous de table qui ne peuvent pas être évalués mais qui augmentent les coûts des opérations. Et donc, quand l'indice là est à notre avantage, on ne peut que saluer ces résultats du point de vue macroéconomique pour notre pays. Et le Haut Commissariat à la prévention de la corruption HCPC tient à saluer ces avancées significatives réalisées par le Bénin. Dans ce domaine, il rend un hommage appuyé au président de la République, Patrice Talon, dont le leadership visionnaire et la volonté politique ferme ont été déterminants dans les progrès accomplis. Le HCPC réaffirme sa détermination à poursuivre ses efforts pour prévenir et réprimer tout acte de corruption. Des actions de prévention accrues tant dans le secteur public que privé sont prévues. Le HCPC invite l'ensemble des citoyens, des responsables institutionnels et des partenaires à rester mobilisés et vigilants face à toutes les formes de corruption pour continuer à construire une société fondée sur la bonne gouvernance, l'éthique et l'intégrité. Le communiqué est signé du haut-commissaire Jacques Migan. Dans l'autre actualité, cette visite d'inspection de Jacques Ayadji dans la commune d'Abomey-Calavi, le ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, s'est rendu sur plusieurs sites ce mardi 11 février 2025 suite aux plaintes des populations. Il a procédé à une évaluation de certaines infrastructures routières. Ernest Tétégou et Amandine Agnambossou étaient de sa délégation. Infrastructures non achevées ou dégradées, ouvrages bouclés en attente de mise en service ou encore des problèmes d'assainissement. Ce sont là les motifs qui justifient la descente du ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie à Révier et à Womé. Nous sommes en train de voir un joyau que le gouvernement nous a construit, mais depuis un moment, nous avons constaté que on n'a pas encore inauguré pour que la population puisse commencer par utiliser. Et c'est des moyens qu'on a mis ici. On a retenu de faire un avenant au marché de Soja Satom pour pouvoir prendre en compte les doléances que les populations sont en train de soulever, à savoir l'aménagement des accès à l'ouvrage. Accès côté sud et côté nord. Aujourd'hui, une communication est finalisée. Le FRESA qui a été mis en place l'a été par l'entreprise Porteo pour permettre qu'on puisse commencer par utiliser l'ouvrage en attendant. En dehors de ça,
et de toutes ces dispositions qui ont été prises et qui sont sur le point d'aboutir, c'est qu'il y a un problème épineux. C'est la sécurisation du trafic sur l'ouvrage. L'AS, dans son état actuel, peut être ouvert à la circulation, à condition que les gros porteurs n'y soient pas autorisés. Donc je vais faire cette proposition au gouvernement pour que dans pas longtemps, nous puissions mettre en service l'ouvrage en attendant que l'entreprise Soja Satom, qui a même réalisé les travaux, puisse revenir ici pour faire les accès. Ici, à Godomé, l'armature de l'échangeur se dégrade à petits coups. Les camions gros porteurs sont incriminés. Ce que j'ai constaté ici, c'est un problème d'incivisme. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce que quand on a réalisé cet ouvrage, nous avons fait des portiques de limitation de hauteur, de part et d'autre. Mais on a constaté que les gros porteurs s'organisent pour démanteler ces portiques-là de nuit. Ils démantèlent, on reprend, ils démantèlent, on reprend. Nous ne savons pas encore jusqu'à quel point ils ont endommagé l'ouvrage. Il ne faut pas qu'on soit surpris un matin. Donc nous allons faire l'auscultation pour que nous puissions maîtriser la qualité de nos ouvrages pour prendre des mesures préventives. La détérioration des routes et ouvrages crée d'énormes difficultés aux populations. Des propositions pour la réfection, pour soulager leurs peines, seront faites sous peu. Et après la commune d'Abomey-Calavi, Jacques Kayadji, le ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, s'est rendu aussi sur l'axe Le Bélier-Ekpé, puis à Akpro-Misérité. Il est allé constater l'état de dégradation de la piste cyclable à Ekpé et est aussi allé écouter les populations de Misérité sur les projets de construction en cours dans la commune. Il est au micro d'Ernest Tétégou et Amandine Agnamboso. Nous sommes à Akpro-Misérité où les autorités locales ont lancé un cri de cœur. Elles se sont exprimées de façon à faire croire qu'il y a un problème de conception du projet et qu'on n'a pas tenu compte des riverains dans l'assainissement de la route. Ça a été l'occasion pour la commune, pour ses autorités, d'avoir des éléments de justification. Et c'est l'objectif même du président de la République en mettant en place le collège des ministres conseillers. On fait des routes, mais il faut être également à l'écoute des populations pour voir leur appréhension, leurs préoccupations et leurs doléances par rapport à ces infrastructures. Ils ont posé un problème. Le problème est pris en compte dans le projet. Donc à partir de cet instant, nous sommes compris qu'en réalité, il n'y avait pas de problème. Maintenant, par rapport au pistes cyclables au niveau de la RN1 entre Sekandi et le carrefour PK18, les populations se plaignent. Il y a trop de grogne. Et nous sommes venus voir. Et on a constaté effectivement que ces populations ont raison, que les pistes cyclables sont dans un état qui n'est pas appréciable. Je n'ai pas voulu faire la grande annonce au niveau de ce qui est prévu pour être réalisé. Mais on ne va pas attendre ça. Les pouvoirs que le président nous a donnés, on va utiliser un peu ces pouvoirs-là pour essayer de faire des interventions rapides et provisoires pour soulager les peines des populations en attendant que la réhabilitation en bonne et due forme qui est en préparation puisse démarrer dans les semaines, mois à venir. Le projet de développement des infrastructures agricoles et de désenclavement dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé est officiellement lancé ce mercredi à Cotonou. C'est un projet d'envergure qui vise à faire de cette vallée une puissance agricole dynamique et compétitive. Il est cofinancé par la BOAD, la Banque islamique de développement et le gouvernement béninois à hauteur de 95 milliards de francs CFA. Les précisions avec Gilles Dansou et Jules Akweiko. La vallée de l'Ouémé, une vallée aux potentialités immenses. Elle fait partie des plus riches au monde. Un pôle de développement attrayant. Elle bénéficie du projet de développement des infrastructures agricoles et de désenclavement. 3 communes bénéficient de ce projet.
la commune des Agégués, celle de Dambo et celle d'Adioum. Il s'agit d'un projet innovant et prometteur de richesse pour la basse et la moyenne vallée de l'Ouémé, et visant à contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations cibles. Les partenaires techniques et financiers apportent un soutien de taille à la réalisation de ce projet. La BOAD a apporté, comme il était indiqué tout à l'heure, un montant de 28 milliards correspondant à 30% du coût total du projet. Et cet engagement porte à 278 milliards le cumul des interventions de la BOAD dans le secteur agricole au Bénin. La contribution de la Banque islamique de développement, qui, comme l'ont rappelé tout à l'heure le coordonnateur et Madame la représentante de la BOAD, s'élève à 100 millions d'euros, soit autour de 66 milliards de francs CFA. Le gouvernement vient ainsi de mettre en marche un véritable outil de développement. La vallée de l'Ouémé, qui dit Taneka Koko jusqu'à Dambo, ce n'est pas un projet générique. Il est très spécifique. C'est un projet de gros investissements structurants. D'abord, pour maîtriser l'eau sur 2155 hectares, afin qu'on puisse produire en toute saison pour doper notre économie. Ce que ce projet va encore faire de façon sérieuse et sensible, c'est le désenclavement. Un projet de 95 milliards de francs CFA et le ministre en appelle à un contrôle citoyen régulier et objectif. Quel usage faites-vous aujourd'hui d'Internet? Hier, 11 février, c'était la journée mondiale pour un Internet plus sûr, encore appelée Safer Internet Day. Cette journée vise à sensibiliser les jeunes à l'usage responsable du numérique. Tenez, à Porto Novo, la capitale du Bénin, la jeunesse fait-elle un usage sécurisé d'Internet aujourd'hui? Viti Sarouré a interrogé des jeunes. Voici leur réponse. Même espace physique, même Wi-Fi public, mais connectés sur différentes plateformes. Internet rassemble ces jeunes. Ils sont conscients de l'insécurité numérique à laquelle les expose un Wi-Fi libre d'accès, mais ils disent prendre des précautions. Je n'appuie pas sur n'importe quel lien. Si le lien n'a pas de cadenas, moi je n'appuie pas dessus. En fait, je regarde bien le lien, le contenu du lien, c'est tout ce que ça donne. Si c'est un bon lien, je clique dessus. Si ce n'est pas un bon lien, si c'est du fake, je sais en même temps. Et aussi, j'ai quelques applications, je mets le lien dedans. Si c'est venant d'un arnaqueur, je le sais en même temps. Je ne clique pas sur tous les liens, je ne vais pas sur tous les sites. Et ensuite, il y a des coquilles que je n'accepte pas. Parce qu'en réalité, il y a des techniques d'arnaque que souvent les gens mettent en œuvre pour facilement arnaquer. J'ignore certaines choses, mais si je ne connais pas quelqu'un et la personne m'envoie des invitations, j'ignore la personne, je n'ai rien à voir avec ces personnes-là. Des dispositions prises pour l'usage d'un Internet plus sûr, c'est un écosystème d'échange dans lequel on évite de s'attirer des déconvenus et surtout de faire du mal aux autres. On ne pourra pas parler de sûreté à 100% une fois que déjà nous nous retrouvons sur Internet. Mais en majorité, nous pouvons quand même réduire les risques. Et le premier facteur de réduction du truc, c'est d'abord l'individu. Il faut travailler sur l'individu, c'est-à-dire les campagnes de sensibilisation, les formations et consorts, pour amener l'individu à s'auto-protéger soi-même d'abord. À l'aide de l'intelligence artificielle, s'assurer une protection sur Internet devient crucial pour un maniement efficace et positif des technologies numériques. Pour une utilisation responsable, il faut d'abord chercher à se sécuriser. Les mots de passe sécurisants. Quand on parle de mots de passe sécurisants, je prends un exemple, une combinaison de plusieurs caractères, des caractères spéciaux, des chiffres et lettres respectant plusieurs cases. Ça, c'est un niveau de sécurisation. Il y a des authentifications à double facteur. Je prends par exemple Facebook ou WhatsApp, vous vous authentifiez
avec des identifiants et trucs, et ça vous demande alors un second niveau d'authentification. L'usage d'un Internet plus sûr reste un acte individuel pour la sécurité et la citoyenneté numérique. Place à présent au dossier du jour qui fait un zoom sur l'éducation à la protection de l'environnement depuis le bas âge. Dans un contexte où la crise environnementale s'impose comme une urgence mondiale, les initiatives écologiques mises en place dans nos écoles revêtent une importance capitale. Plongeons ici au cœur de quelques projets entrepris par certaines écoles qui, bien plus que de simples gestes ponctuels, vous allez le voir, représentent une véritable révolution pédagogique. Le récit est signé Gloria Oni. Bien plus préoccupés par l'avenir de notre planète que les générations précédentes, les enseignants sensibilisent aux problématiques écologiques à travers des gestes simples et concrets. Chaque enseignant instruit ses élèves à faire le geste utile, c'est-à-dire ramasser les déchets après le balayage de la cour, de la classe et des alentours de l'école et les mettre dans les poubelles requises. Il y a plusieurs poubelles qui contiennent des déchets différents. On met chaque ordure dans sa poubelle. Dans la poubelle verte, on met des plantes et des papiers. Dans la poubelle bleue, des sachets et dans la poubelle rouge, les nourritures alimentaires qu'on a fini de exemple, orange et mangue, on met dedans. Et pour la poubelle jaune, on met des cartons dedans. Apprenants et enseignants s'engagent dans des actions de tri sélectif, de réduction de production de déchets ou parfois de la mise en place de potagers scolaires. Pour maintenir ma salle de classe propre, j'ai d'abord une poubelle dans la classe. Et tous les matins, le lundi, c'est le premier groupe qui balaie la classe. Le mardi, c'est le deuxième groupe, ainsi de suite jusqu'au vendredi. Et chaque rangée, par exemple, dans la salle de classe, ils essaient de faire le balayage par jour. Quand tout le monde revient le lendemain, c'est sûr que l'école serait encore sale. Donc ils sont obligés de piquer chaque feuille ou papier qu'ils trouvent. Enseignants et parents sont rassurés de voir une génération consciente des enjeux liés à la planète. Le lundi, on monte les couleurs et puis le vendredi aussi, on descend les couleurs. Donc à ces occasions, nous profitons pour sensibiliser les apprenants par rapport à l'entretien de nos salles de classe, de nos écoles et même de nos maisons. Je maintiens mon environnement propre en balayant, en nettoyant la chambre et en évitant les sachets ou les autres déchets. J'ai lu un texte qui contenait sur les sachets plastiques. Un animal a mangé un sachet plastique et il est mort. C'est pour ça que on nous a interdit d'utiliser le sachet plastique. On ne met pas de déchets plastiques partout. Qu'on ne met pas des ordures partout aussi dans l'environnement. Ce n'est pas bon. On doit éviter de mettre des déchets aussi dans des caniveaux. Il y a des gens qui les brûlent et ça pollue l'environnement. Plus qu'un ensemble de pratiques éco-citoyennes, ces apprenants construisent leur cadre de vie et positionnent l'école en acteur de propreté et d'excellence, formant ainsi une génération prête à relever les défis écologiques de demain. Je l'annonçais tantôt en titre, vous l'attendez peut-être impatiemment ou pas. La fête de l'amour est prévue pour le 14 février prochain, dans 2 jours donc. Mais il n'y a pas que l'amour qui s'invite à cette fête. Vous allez le voir, la Saint-Valentin, sous ses différentes formes de célébration, impacte aujourd'hui l'économie. Elle fait naître un marché saisonnier bénéfique pour divers acteurs en termes de volume de vente et de chiffre d'affaires réalisés. Le constat est fait par Alexandra Djotan. Une prédominance de rouge sur les étalages. C'est la couleur de l'amour et bon nombre à l'image de Nouriat s'apprête à le célébrer. Elle a effectué le déplacement ce matin pour l'achat du cadeau à offrir à son bien-aimé. Les petites attentions font les grandes relations et tout. Donc, il faut offrir un cadeau et tout pour prouver à l'autre qu'il compte beaucoup
Des peluches, du chocolat, des coffrets de parfums et d'autres accessoires glamour sont entre autres articles qui, habituellement, garnissent les étalages à quelques jours du 14 février. C'est la demande des clients. Quand ils viennent vers nous, ils demandent « vous avez ci, vous avez ça ». Tout le monde n'a pas le même goût. Chacun sait ce qui convient à son conjoint. C'est un truc vraiment spécial. Les petits cadeaux, c'est essentiel et c'est, comment dire, ça marque en fait. Je vais faire la fête avec elle. Je vais l'emmener peut-être dans un restaurant ou quelque part, quoi. Après le côté sexuel, il y a le côté financier, commercial. Les hommes, les garçons font des dépenses inutiles, alors que en réalité, on pouvait prier pour que l'origine de la Saint-Valentin soit plutôt religieuse que festive. C'est évident, la fête de l'amour est diversement perçue aujourd'hui, les choses ayant assez bien évolué ces dernières années. En dehors des commerçants, les restaurants et hôtels se font aussi de l'argent à l'occasion de la Saint-Valentin, rivalisant d'ardeur et proposant des offres alléchantes. Dîner de gala qui aura lieu le 14 à partir de 19h jusqu'à 1h. On peut fêter la Saint-Valentin entre les frères aussi, puisqu'ils ont dit que la Saint-Valentin c'est une fête d'amour en fait. Donc il y a différents types d'amour. Il faut avoir une attention particulière donc, à tout ce qu'il y a autour de soi. Donc il faut inclure dans la célébration pour ma part du 14 février tout ce qui est lié donc, à l'amour. Nous constatons également des gens qui s'habillent en rouge, comme si ils sont sur d'autres planètes. Dans les boutiques de prêt-à-porter, les ventes de lingerie et tenues glamour se multiplient en cette veille de Saint-Valentin, tout augure de ce que la fête sera belle. Et après la fête de Saint-Valentin, c'est Ouémé-Houé, la 15e édition de cette fête socio-culturelle la plus faste de Lomé se tient cette année du 19 au 23 février prochain. Cette année, les retrouvailles auront lieu dans la commune des Agégués. Mais avant le jour J, le coordonnateur général alerte sur les spéculations autour du tissu emblématique retenu pour la fête. Et pas que. Suivons Antoine Bonou au micro d'Estelle Pazou et Bernol Djogbe. Tout est fin prêt. Le site qui abrite Ouémé-Houé, 15e édition, c'est les Agégués, précisément Goukon. Le tissu est à 18 000 et c'est le lieu de présenter mes excuses à toute la population, à nos sympathisants et même à la diaspora qui réclame ce païen. Mais dommage, nous avons des gens qui spéculent, qui prennent le tissu à 18 000 et qui vont exposer au marché d'Antokpa pour revendre à 25 000, à 30 000, à 32 000. Et je voudrais profiter pour lancer un appel à tous les Ouéménous, à tous les sympathisants, à tous ceux qui aiment vraiment Ouémé, de ne pas aller acheter les tissus à plus de 18 000. Je vous invite tous à porter les tissus de Ouémé-Houé des éditions passées pour venir à Ouémé-Houé. Ceux qui n'ont pas les tissus des éditions passées, ils peuvent se mettre en blanc et mettre le chapeau, ou nous avons encore des t-shirts et casquettes pour venir à la fête. Ouémé-Houé commence à partir du 19 février jusqu'au 23. Nous allons réfléchir sur les projets mis en place par le gouvernement pour accompagner le développement de la vallée. C'est le lieu de lancer un appel à tous ceux qui croient qu'il faut toujours passer par la BAC motorisée pour aller aux Agégués. Parce que beaucoup nous appellent en nous demandant où est-ce qu'il faut prendre la BAC motorisée. Je vous le dis, Agégué est désenclavé complètement. C'est du goudron à partir de Vacon jusque sur le site des Agégués. Et c'est le lieu de remercier le gouvernement qui nous a donné ce joyau. Donc, je vous invite tous aux Agégués avec vos voitures, vos motos. Vous n'avez pas besoin de prendre la BAC motorisée.
Voilà qui est bien compris. Depuis 2016, la vision futuriste imprimée par le président de la République, Patrice Talon, au Bénin, s'enracine dans plusieurs secteurs. Tenez, dans le domaine des sports, par exemple, des stades répondant aux normes internationales peuvent permettre à la jeunesse de réaliser ses rêves. Dans l'élément qui va suivre, on vous emmène à la découverte de quelques-uns. Reportage. Des pelouses couvertes de gazon synthétique, des lignes bien tracées, une infrastructure qui révèle tout simplement le génie béninois. Dans la belle commune de Djougou, connue pour l'entrain des jeunes au sport, une infrastructure à nul autre pareil. Banikwara, Bembereke, Kouandé, des villes du nord du Bénin reçoivent également de belles pelouses. Dans cette commune qui fait frontière avec le Niger, la ville de Malanville peut désormais se réjouir d'abriter aussi un stade omnisport qui va voir défiler sur ses installations construites, selon les normes internationales, des jeunes très enthousiastes. Que dire alors de Niki ou encore de la belle ville touristique de Tanguieta qui nous offre un si beau paysage couvert de collines? D'une cité historique à une autre, la belle et historique ville d'Abomey reçoit en plein cœur un joyau très apprécié. À quelques kilomètres, Kové, la terre de Zéché, déjà auréolée d'infrastructures routières comme cette belle voie bien tracée traversant Banamé, reçoit aussi un stade aux normes internationales. Tofo, Savalou et Ouessé peuvent aussi se réjouir et jubiler. Les stades d'Aplahoué, de Commun, de Diakotomé, de Dogbo et de Grand Popo vont abriter désormais des compétitions. À Djoun, Avran, Kouketou, Ouida et Pobé reçoivent aussi des aires de jeu si bien construites. Le drapeau béninois va davantage flotter au cours des grands rendez-vous sportifs internationaux. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas voir l'importance de ce que le chef de l'État a fait. Ça fait grandir la commune et ça nous permet de développer plusieurs activités sportives. C'est l'heure à présent du tour de l'actualité au-delà de nos frontières. Le récit ce soir est signé Alexandra Djotan. Tout se met en place pour le départ de l'armée française de la Côte d'Ivoire dans le camp militaire de Port-Boué, près d'Abidjan. Une dizaine de soldats ivoiriens débriefent leur séance de tir couché avec leurs homologues français. À quelques jours de la rétrocession officielle de la base à la Côte d'Ivoire, les deux armées assurent avancer main dans la main. On est sur une séquence symbolique très très forte de rétrocession du camp de Port-Boué aux armées ivoiriennes, sur un processus qui est concerté et qui a été travaillé de longue date. Ça fait des mois qu'on travaille sur ce projet. Le 20 février, le camp sera officiellement rétrocédé par la France à la Côte d'Ivoire lors d'une cérémonie en présence des ministres de la Défense des deux pays. L'hôpital de Bukavu en RDC prêt à faire face à un afflux de malades dû au conflit. Citation, « Nous sommes préparés pour que, en cas d'afflux de malades, notre hôpital soit en mesure de les prendre en charge. » Fin de citation, affirme Yvette Kouli, un médecin à l'hôpital provincial de Bukavu, capitale du Sud Kivu, où les combats entamés dans la province voisine du Nord Kivu se rapprochent. Des tirs et des détonations d'armes lourdes ont été entendus dans une localité située à 70 km de Bukavu. Moscou libère Marc Fogel, un ressortissant américain détenu en Russie depuis 2021. Donald Trump dit espérer que cet acte de la Russie pourra signaler le début d'une relation entre Washington et Moscou afin de mettre fin à la guerre en Ukraine. L'ONU accuse le régime bangladais déchu d'être responsable de possibles crimes contre l'humanité lors de la répression du mouvement de protestation de l'été 2024, au cours duquel jusqu'à 1400 personnes auraient été tuées.
Le test souligne que la grande majorité des personnes tuées ont été abattues par les forces de sécurité et que 12% à 13% étaient des enfants. Le Haut-Commissariat accuse l'ancien gouvernement, les services de sécurité et de renseignement du Bangladesh, ainsi que des éléments violents associés au parti de l'ex-première ministre Sheikh Hasina de graves violations des droits humains. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.